Bienvenue dans ce podcast dédié à l'écologie humaine, où sont mises en lumière les initiatives et réflexions qui retissent des liens, que ce soit entre humains ou entre ces derniers et le reste du vivant. Explorons alors ensemble les chemins défrichés par ces porteurs de projets qui souhaitent faire rayonner une belle solidarité et un vrai respect de leur environnement. Allez, c'est parti, il est temps de construire ensemble un monde mieux relié, plus humain, mais surtout davantage bienveillant. Le Groenland, un pays qui fait rêver pour ses glaciers à perte de vue et ses aurores boréales. Mais savez-vous que ce territoire est devenu en quelques années un laboratoire mondial de recherche sur le climat? Parce que les températures s'y sont réchauffées 4 fois plus vite que sur le reste de la planète au cours des dernières décennies. Pia Scaramiglia, étudiante, y a été faire un stage d'1 mois. Elle nous raconte aujourd'hui cette épopée hors du commun et riche en enseignements. Alors pour commencer, qui êtes-vous, Pia Scaramiglia? Je suis Pia Scaramiglia, donc j'ai 23 ans, j'habite à Saint-Germain-en-Laye, j'ai grandi en région parisienne et je suis actuellement, je pense que je peux me définir comme ça, juste étudiante dans les écosystèmes marins et côtiers, mais en Islande. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer votre parcours d'études, comment finalement vous avez fini par atterrir au Groenland? Mon parcours, mes études, ça a été un peu chaotique sur le début, c'est-à-dire que j'ai commencé en communication et j'ai ensuite décidé de me réorienter donc vers plutôt la nature, etc. Donc en fait, j'ai commencé à étudier à Paris et puis j'ai voulu intégrer un master dans le domaine, marin et sans avoir de licence dans ce domaine-là. Donc j'ai postulé un master en Islande qui me permettait d'intégrer, sans avoir de licence, un master dans le domaine qui m'intéressait. C'est comme ça que j'ai fini en Islande, à Ísafjörður, donc c'est une petite ville dans les Westfjords, donc c'est très reculé, c'est pas Reykjavik la capitale. Et effectivement, dans ce cadre-là, j'ai eu l'opportunité, en début d'année, scolaire, de partir au Groenland pendant 1 mois et demi. Une expérience très enrichissante. L'écologie est donc une de vos préoccupations centrales. Pouvez-vous nous dire pourquoi? La cause écologique, c'est très important pour moi parce que je pense que ça fait partie d'un tout. C'est-à-dire que quand on prend soin des écosystèmes et de l'écologie en général, on prend soin de soi. Plongeons maintenant dans le cœur du sujet. Que pouvez-vous nous dire sur le Groenland? Le Groenland, donc c'est un très grand pays qui se situe au nord de l'Atlantique. Il est situé dans l'Arctique, c'est-à-dire, au niveau du cercle polaire arctique, donc il est au-dessus et en dessous. C'est un pays avec une très faible densité de population. Il y a quand même des habitants, contrairement à ce qu'on pourrait, croire. Il y a environ, je crois, 55 000 habitants, dont 20 000 ou 18 000, à la capitale qui s'appelle Nuuk. Donc en fait, faut bien s'imaginer, le pays est très grand, mais bien sûr au centre, il y a que de la glace et une calotte glaciaire. Donc les populations se trouvent vraiment sur les côtes. Donc il y a beaucoup de villes avec des faibles populations, mais il y a quand même beaucoup de petites communautés. Et alors pourquoi le Groenland est-il si important pour l'écologie? C'est une zone qui est importante pour l'écologie parce qu'en fait, comme vous l'avez peut-être déjà entendu ailleurs, l'Arctique est une zone qui se réchauffe plus rapidement que le reste, du monde. Et du coup, c'est important de comprendre, comment ça se passe. Bien sûr, il y a les glaces qui fondent, quels sont les impacts sur la biodiversité, les ressources et cetera. C'est un territoire qui est donc propice aux recherches scientifiques, comme vous l'avez dit. Sur quel sujet porte-t-elle et qui se charge de les réaliser? Au niveau de la recherche, on a plusieurs, acteurs qui vont intervenir, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de l'international pour effectuer de la recherche, que ce soit en mer ou sur la calotte glaciaire. Moi, je travaillais dans l'institut de recherche, du Groenland, où il y a un pôle climat. C'est un centre qui regroupe différents pôles. Par exemple, un pôle pour les mammifères, un pôle pour, le climat, donc celui dans lequel j'ai travaillé, un pôle pour les oiseaux particulièrement. C'est des pôles qui, en fait, vont interagir entre eux. Une fois qu'on a des résultats dans l'un, on peut très bien le partager, à la pause déj, avec son collègue et ensuite, bien sûr, il est possible que le gouvernement du Groenland puisse, demander de l'aide ou des recommandations pour, prendre des décisions, par exemple, au niveau, de la protection de l'environnement. Donc ça va être, à la fois en mer, sur un bateau de recherche et ça va être à la fois, par exemple avec les mammifères, mes collègues partaient, mettre des colliers, de traçage pour tracer que ce soit les ours polaires ou les rennes, pour essayer de comprendre leurs déplacements, leurs zones de reproduction et cetera et ça va être un peu la même chose pour,
les pêcheries et tout ce qui va être glaciologie, océanographie, etc. Donc c'est beaucoup de types de recherches différentes, mais finalement il y a un gros lien entre tous. Voilà. Alors comment avez-vous finalement pu obtenir cette opportunité qui est extraordinaire d'aller faire un stage au Groenland? Donc, tout a commencé par les études. Donc, j'ai eu cette opportunité, comme j'expliquais tout à l'heure, de partir en Islande pour étudier en master, dont l'intitulé est Coastal and Marine Management, donc le management des espaces côtiers et marins. C'est un master plutôt général, donc on peut avoir un peu des cours d'océanographie, d'aménagement d'espace, de port, et cetera. Donc ça, c'est la première année, ce sont que des cours et en fait, la deuxième année, ça va être une thèse de master. Donc c'est vraiment que de la recherche. J'ai eu en fait, en fin d'année, une opportunité, vu que c'est une zone arctique, vu que mon école en Islande, elle est dans le nord de l'Islande, donc elle est au-dessus du cercle polaire, enfin elle est juste au niveau du cercle polaire, donc c'est considéré zone arctique. Et en fait, il y a des très grandes collaborations dans l'Arctique. Mon école a été contactée par le centre de recherche du Groenland et en fait, c'est une collaboration qui se fait assez naturellement et assez, enfin, c'est assez intelligent finalement parce que ils ont besoin de personnes pour faire le travail et nous, on recherche du travail avec des sujets intéressants. Donc finalement, je me suis retrouvée avec une opportunité géniale pour pouvoir, depuis l'Islande, rejoindre le Groenland dans un cadre de collaboration entre université et un centre de recherche. Et qu'est-ce qu'il s'est passé une fois que vous avez su que vous alliez partir au Groenland? J'ai eu la chance d'être sélectionnée et en fait, jusqu'au départ, j'y croyais pas. J'ai dû prendre un bateau de l'Islande. Je partais de Reykjavik, donc à Reykjavik, ça va, j'étais encore dans ma zone de confort. Je me disais: «Bon, je suis en Islande» et puis une fois qu'on m'a dit: «Bon, bah, on s'en va, on quitte le port et on va, tout de suite faire nos recherches et cetera. Là, tu vas pas toucher la terre avant, une dizaine de jours». Je me souviens très bien de monter ma valise énorme sur la c'était marée haute, donc ça veut dire que le ponton était très haut. J'ai galéré, là, je me suis dit: «OK, je vais vraiment dans un vrai truc», tu arrives, tu avec, que des matelots ou des scientifiques. On te demande de signer des papiers, tu dois avoir un papier qui prouve que, ta santé, est compatible avec le fait que tu partes 10 jours sur un bateau. Il y a beaucoup de procédures, tu dois donner ton passeport parce que tu vas dans un autre pays et voilà, donc là, à partir du moment où tu arrives dans le bateau, on te montre ta couchette, donc c'est une couchette partagée. Là, c'est vraiment comme dans un film au départ, tu te dis: «OK, c'est parti» et puis en même temps, il faut être efficace, donc tu es vite dans l'action et cetera, jusqu'au moment où tu quittes le port et puis, bon là, tu as 2 jours de mal de mer et puis après ça va mieux. Alors racontez-nous, Pia Scaramiglia, à quoi ressemble la vie sur un bateau qui navigue en zone arctique? Alors la vie sur le bateau, il y a un peu 2 groupes. Il y a le groupe des matelots, donc pour assurer la navigation, la nourriture, les cuisiniers, tous ces trucs-là, enfin bon, bref. Et à côté, on avait, 18 scientifiques qui venaient à la fois de l'Institut de recherche du Groenland, mais d'autres, instituts, par exemple, BAS, qui vient d'Angleterre. Voilà, donc c'est des roulements. Avant de rentrer dans le bateau, on nous définit un shift. C'est des shifts qui durent 12 heures, donc c'est assez long. Que ce soit pour les scientifiques ou pour, les cuisiniers et cetera, c'est pareil, c'est tout le temps 12 heures pour tout le monde et j'ai eu la chance ou la malchance, je sais pas, de tomber sur le shift de nuit. Donc je commençais à 18 heures et je finissais normalement à 6 heures du matin. Au niveau des actions, au niveau des missions qui nous étaient données, donc en fait, en fonction de ce que le scientifique va rechercher, par exemple, un scientifique sur les mammifères ne va pas avoir besoin de la même donnée que moi qui fais de la recherche sur le carbone. Donc chaque personne va s'occuper un peu de la data qu'il doit récupérer. Pour moi, ça a été les carottes sédimentaires, donc c'est une espèce de machine qui est tenue au bout d'un fil et on imagine une espèce d'araignée qui tient 6 carottes, donc 6 tubes en plastique et qui sont envoyées au fond de l'eau, enfin envoyées avec de la haute pression, elles vont être envoyées dans le sol et remonter, on espère, à peu près 1 mètre de tubes de sédiments qu'on va nous ensuite analyser, plusieurs données genre, la chlorophylle, les nutriments, le carbone et cetera. C'est beaucoup de travail, mais voilà et sinon, à part les sédiments, donc les carottes, ce dont, je m'occupais moi, il y avait, par exemple des choses plus axées sur les animaux. Par exemple, il y avait des filets qu'on tirait pendant 15 minutes pour récupérer, la biodiversité sur un endroit donné et ensuite analyser, répertorier toutes les espèces et cetera. Il y avait évidemment des water samples, donc des échantillonnages d'eau à plusieurs profondeurs dans des endroits stratégiques, par exemple, à des endroits où on voit un glacier qui fond. Donc on va se mettre dans la faille de la fonte de ces eaux pour essayer de comprendre quels sont les échanges et cetera et en fait, toutes ces données-là, après, on les assemble pour essayer de trouver des explications à telle ou telle situation.
Donc voilà, c'est très intéressant, c'est très fatigant et parfois, évidemment, on finit après 6 heures du matin parce que si on a 6 carottes sédimentaires qui finissent par remonter, à 6 heures du matin, il faut s'en occuper, donc c'est encore, peut-être 2 heures, et en fait, sur le bateau, on a aussi 2 laboratoires pour les traitements qu'on est obligé de faire, directement parce que parfois, il faut mettre des choses dans le congélateur, parfois, il faut ajouter des produits chimiques et cetera. Donc c'est, voilà, c'est du traitement qu'il faut faire, mais on n'a pas le choix de le faire parce que c'est très cher de louer un bateau, pendant 10 jours et effectivement, c'est beaucoup de moyens qui sont développés donc l'heure de sommeil de plus ou de moins, on l'oublie vite quand on voit des données qu'on peut récupérer, voilà. Et alors comment ça se passe humainement parlant? La vie sur le bateau, c'est quelque chose donc effectivement, déjà entre les shifts de jour et de nuit, même si un shift de jour, ça a l'air plus simple, c'est quand même 12 heures de travail d'affilée dans l'Arctique, donc on n'a pas spécialement froid parce qu'effectivement, quand les portes sont fermées, l'intérieur est chauffé et cetera et dès qu'on est à l'extérieur, il y a des protocoles qui font qu'on est obligé d'avoir des combinaisons, des casques et cetera qui finalement tiennent chaud, des bottes de sécurité et cetera. Donc on n'a pas spécialement froid, mais c'est vrai que, 12 heures d'affilée, que ce soit de jour ou de nuit, on finit son shift fatigué et en fait, les moments d'interaction que moi j'avais avec mes collègues de l'équipe de jour, par exemple, c'était à la cantine, au moment où moi je me réveillais, à 17 heures et on se croisait, on se racontait les dernières, news du jour: «Ah bah, j'ai vu tel mammifère aujourd'hui», voilà. On dort dans des chambres partagées, donc la personne qui est en shift de jour dort avec une personne qui est en shift de nuit pour éviter que justement elle se dérange et cetera. Mais ça donne parfois des situations compliquées. Par exemple, j'avais, 2 scientifiques qui partageaient une chambre et il y en a une qui a fini plus tôt. Elle a voulu aller se coucher plus tôt parce qu'elle était quand même en shift de nuit, donc il est 5 heures du matin, bon, bah, je vais me coucher et puis au final, l'autre est pas très contente. Enfin voilà, il faut absolument que les choses, soient dites dès le départ et qu'il faut être franchement, il faut être compréhensif et il faut être, prêt à vraiment sortir de sa zone de confort et être plutôt bienveillant, pour que ça se passe bien. Voilà, c'est vraiment, la règle. Mais globalement, c'est des personnes qui sont soit habituées, soit, qui ont des états d'esprit plutôt positifs et qui, malgré la difficulté du travail, sont contentes d'être là. Voilà. À la suite de ce périple en bateau, vous avez accosté sur les terres assez peu hospitalières du Groenland. Que s'est-il alors passé? Une fois mon arrivée au Groenland après, la partie bateau, donc en fait, cette partie-là, elle était dédiée au traitement des données que j'avais récoltées sur le bateau. Donc effectivement, comme je le disais tout à l'heure, récupérer une carotte de boue, c'est pas, le tout. Donc il faut aussi, analyser et réussir à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de cette carotte et pour ça, il faut passer par plusieurs processus. Une première partie qu'on a fait dans les laboratoires du bateau, mais une deuxième partie qui doit être faite absolument, à terre dans des laboratoires et cetera. Donc ça a été fait à l'Institut, de recherche du Groenland à Nuuk, dans la capitale et j'y suis restée un mois justement pour faire un processus, de traitement d'échantillons qui a été très long et très répétitif, mais très, concluant parce que j'arrive enfin là, quelques mois plus tard à avoir des chiffres qui veulent dire quelque chose. Donc une journée type, ça va être, par exemple, je me réveille le matin, je récupère mes échantillons qui sont congelés. C'est des tranches de boue congelées pour vous faire une idée. Je les décongèle, je les réduis en poudre, bien sûr, je les pèse, je les sèche, je les mets dans un four à 480 degrés pour en extraire, le poids, la matière brûlée. Du coup, ça va me donner, la matière carbone. Enfin bref, tout un processus un peu compliqué, mais très répétitif, enfin, au final. Donc ça, c'est pour la «boue» entre guillemets, les sédiments et sinon, il y a d'autres processus, mais qui ont pris moins de temps, les processus de traitement d'échantillonnage d'eau. Par exemple, j'avais un tube de telle profondeur, de tel endroit et ben, en fait, il fallait que j'aille récupérer le taux de chlorophylle, donc ça, c'est plus simple. Il y a des choses qui sont plus simples que d'autres et il y a des choses qui sont plus manuelles que d'autres. Il y a aussi des choses qu'on peut pas faire en interne au laboratoire. On a dû envoyer quelques échantillons de nutriments, par exemple, aux Pays-Bas, si je me trompe pas, qu'on attend toujours. Ça fait 3 ou 4 mois que je suis rentrée et j'ai encore beaucoup de choses, enfin, j'ai pas le point final de mes résultats. Et actuellement, alors, sur quoi se concentrent exactement vos recherches? Je suis en train d'étudier la quantité de carbone qui est stockée dans les sédiments marins. Donc c'est pour ça que je vous bassine avec les carottes depuis tout à l'heure, c'est parce qu'en fait, dans cette couche de sédiments, donc la boue qui est au fond de l'eau qui a coulé, on retrouve du carbone qui va finir par être stocké. C'est important aujourd'hui parce que comme on le sait, le carbone, on aimerait bien qu'il soit plus stocké que que dans l'océan à se balader et du coup, moi, j'essaie de comprendre quels sont les sites qui vont avoir tendance à plus absorber du carbone que d'autres. À quelle profondeur le carbone est-il stocké? Parce que le carbone se balade dans l'eau, il finit par couler
il est posé sur les sédiments marins et parfois il arrive à être dans une zone en dessous de la couche de boue où il ne bougera plus, il sera plus renvoyé dans l'océan. Pour, vous donner une idée, je pense que les échanges, de matière organique, donc de vie, ils se font peut-être dans les 20 premiers centimètres de la carotte, mais ensuite, dès qu'on va un peu plus en profondeur, il y a plus d'échanges. Ça veut aussi dire qu'il y a un peu moins de carbone qui peut remonter à la surface, voilà. Donc ça, c'est ce que je suis en train de comprendre maintenant. J'ai un peu de mal parce que j'ai pas encore toute ma data, mais voilà, c'est comme ça qu'il faut imaginer les choses. La première couche, c'est de la boue un peu, qui bouge, qui est pas statique et du coup qui peut renvoyer le carbone dans l'océan et ensuite dans l'atmosphère éventuellement. Alors que si on va un peu plus profond, et c'est ce que j'essaie de déterminer actuellement, on va avoir des couches de carbone qui sont stockées, qui bougent plus. Qu'est-ce qui vous a peut-être marqué et que vous aimeriez nous partager aujourd'hui? Ce qui m'a vraiment impressionnée sur avec ce pays, mais aussi cette population, c'est vraiment leur résilience à vivre dans un endroit qui est quand même hyper hostile pour l'humain. On peut pas dormir dehors, c'est pas possible. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui font qu'il faut faire attention, faut prendre soin de soi. On peut pas partir en randonnée n'importe comment et cetera. Donc voilà, c'est de l'adaptation de l'humain dans un environnement qui est vraiment hostile, mais qui est magnifique. Donc voilà, et c'est aussi leur rapport aux ressources. C'est un des endroits où j'ai le plus vu un lien direct entre l'humain et les ressources dont il a besoin. Eux, ils savent très bien ce qu'ils mangent. Ils pêchent un poisson et ils vont le manger, 2 jours plus tard ou ils vont le congeler pour l'année, tant que la saison de la chasse est ouverte. Enfin bon, ils ont vraiment un lien avec leurs ressources qui est incroyable et par exemple, il y a des choses qui ont pu me choquer, c'est, moi qui travaille dans les ressources marines et cetera, quand je suis arrivée, je suis allée à la cantine, on m'a dit: «Bah, ça, c'est de la baleine». J'ai été un peu choquée sur le coup, mais effectivement, bien évidemment, ils ont pas 36 000 solutions, donc ils mangent ce qu'ils ont comme nous on fait finalement et voilà, on peut pas leur taper sur le doigt parce que c'est clairement pas eux qui abîment ces ressources-là à la base. Mais voilà, ça c'est des choses intéressantes à comprendre aussi. Quelles sont les difficultés qui sont rencontrées par les habitants qui vivent au Groenland? La difficulté de la vie, elle passe, bien sûr par le climat qu'on trouve là-bas, donc le froid et cetera. Et le fait qu'il est difficile d'avoir, comme on disait, des cultures, on ne peut pas cultiver des tomates dans son jardin et du coup, la première ressource va être, le narval qui passe, dans la baie. Et globalement, en tout cas dans la capitale et je peux pas vraiment parler pour les autres, petites villes et c'est peut-être un peu différent, les ressources viennent facilement. On manque de rien, les choses qui sont difficiles à se procurer, ça va être, un truc informatique précis ou, du matériel pour construire sa maison et cetera. En fait, c'est des populations qui sont vraiment comme nous et qui ont accès à tout, qui ont, la télé chez eux, enfin voilà, le wifi, tout marche bien et cetera. Et j'avoue que je suis pas assez professionnelle pour comprendre comment ils arrivent à ne pas avoir l'électricité qui saute toutes les 2 secondes ou l'eau qui est coupée avec les tempêtes qui s'y trouvent. Mais en tout cas, Nuuk, la capitale, c'est vraiment très adapté, il y a jamais de soucis, il y a pas de gros bloquements, de circulation, de gros accidents, les choses sont vite prises en charge et cetera. Donc voilà, ça reste une grande ville qui marche vite, qui évolue vite. Est-ce que vous tirez des leçons de vie de cette fabuleuse expérience, Pia Scaramiglia? Je pense que j'ai tiré plusieurs leçons de vie. La leçon principale, c'est effectivement d'apprendre à comprendre les populations, en tout cas les cultures qu'on ne connaît pas, avant de les juger, comme la consommation de mammifères marins, par exemple, qui peut paraître très choquante. Au Groenland, voilà, quand ils chassent un phoque, un narval, une baleine, peu importe laquelle, c'est pour la consommer et c'est des populations qui dépendent de ces ressources. Donc je dirais qu'en allant au Groenland et en habitant là-bas pendant un mois, j'ai vraiment compris le rapport à la nourriture. C'est un rapport qui, selon moi, est finalement beaucoup plus sain que celui que nous, on a, en France parce que, par exemple, on mange un steak, on ne l'imagine pas en tant qu'animal alors que eux, voilà, c'est des populations qui savent très bien ce qu'ils mangent parce que finalement, c'est eux qui sont allés le chercher ou que, voilà, ça se fait de manière plus directe et je trouve que c'est plus sain. Voilà, c'est une expérience qui m'a donné un peu plus de libre arbitre peut-être au niveau de ma manière de penser, sur certains sujets et évidemment de toujours, remettre en question les choses et essayer de les comprendre, de plusieurs angles pour essayer d'avoir une vision globale de ce qui se passe vraiment sur un sujet, peu importe lequel, voilà. Est-ce que vous souhaitez nous partager un dernier message? Si j'avais un dernier message, ce serait de prendre soin de l'environnement pour prendre soin de soi, en fait. C'est vraiment de comprendre le lien qu'il y a entre notre environnement, notre écosystème dans lequel on vit, le comprendre et pour, en fait, finalement prendre soin de soi, voilà.
Merci Pia Scaramilia de nous avoir donné un premier aperçu de ce que peut être la vie arctique et la vie de chercheurs dans ce territoire. Merci également pour toutes ces recherches motivées par votre amour de notre maison commune, la planète Terre. Et sur ce, on vous dit merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Alors si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le faire découvrir à l'un de vos proches et on se retrouve très vite pour de nouveaux podcasts inspirants. Pour suivre nos actus, nous contacter ou vous abonner à notre newsletter mensuelle, rendez-vous sur www.écologiehumaine.eu.